Bonjour, vous êtes sur Envergure, Julien Micro, Drazen Petrovic, Steve Kerr, Sam Hauser, Trey Johnson et Steph Curry. Je balance des noms au hasard, on va parler du rôle de shooter dans cet épisode. C'est le troisième épisode d'Envergure Horizontale, le podcast qui décrit les rôles NBA et qui projette les prospects de la QV 2025 sur ces rôles. Aujourd'hui, on reçoit, mais il est chez lui, Alan. Salut Alan. Salut Julien, merci, ça fait bizarre là, mais merci de l'invitation, c'est super cool. Ouais, ça nous fait très plaisir. Et avec nous, il y a notre chef Emmanuel. Salut Manu. Salut à tous les deux. Alan, on te présente plus. Tu es cité dans 30% des podcasts NBA basket en France chaque semaine. Ex-Temdo. J'avais très loin d'envergure. Tu as été pendant 2 ans graduate assistant dans le programme basketball de l'université de Santa Clara. Et cette année, tu changes de rôle, de nom, de rôle. Mais est-ce que c'est toujours la même chose? Assistant director analytics and player personnel, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai fait 2 ans de grade assistant, donc j'étais encore à l'université avec une bourse où j'assistais pour plein de différentes missions et j'ai été engagé en août dernier en tant que directeur des analytics et du player personnel, donc je fais beaucoup de scouting, scouting pour le portail des transferts, scouting pour les classes de recrutement en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, et je fais aussi de la data analytics où je donne des informations le plus possible à mon staff et au coach pour essayer de gagner plus de matchs et d'en perdre moins. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc, toujours plus loin dans les analytics et la vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Toujours plein d'outils à disposition, donc on peut en utiliser certains, on peut ne pas en utiliser d'autres, et c'est juste des compléments d'information qu'il faut pouvoir analyser, toujours avec un esprit basket, sinon on devient des robots et il n'y a plus d'instinct, mais c'est super intéressant au quotidien. Bon, on se lance. Alan, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous décrire le ou les rôles de shooter en NBA? Ah bah, quand tu m'as envoyé ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que souvent, bah, je dis pas malheureusement, mais on parle d'un rôle plus par une position, c'est-à-dire le rim runner, c'est souvent le pivot, l'initiateur, même si maintenant en NBA on a des initiateurs qui sont entre guillemets sur tous les postes, généralement plus des ball handlers. Pour les shooters, en fait, on peut tout avoir. On peut avoir le classique le shooter en mouvement, c'est-à-dire le gars pour qui on va appeler des actions loin du ballon, du Sam Hauser, AJ Green aux Bucks notamment, quelque chose comme ça. Donc c'est plus le spécialiste. Mais aussi on peut avoir un joueur qui va être sur beaucoup de pull-up et donc qui va être sur une nécessité d'avoir un bagage on-ball et pas seulement pouvoir être un catch-and shooter en sortie d'écran ou loin du ballon. On peut avoir simplement le stretch 5 aussi, qui est de plus en plus euh, important, je pense. On voit avec les playoffs NBA en ce moment la nécessité de spacing qui est toujours plus importante. Donc avoir un grand qui peut tirer, ça peut ouvrir beaucoup plus de choses pour lui et pour les autres en attaque. Donc qu'importe la position, ça peut être de 1 à 5, le rôle peut être celui d'un shooter. C'est ça que je trouve intéressant, avec, comme on l'a dit souvent, plus classique, les pieds dans le ciment pour du catch and shoot dans un coin, plus en mouvement pour créer un peu de gravité loin du ballon, les Sam Hauser, les AJ Green, les Malik Beasley, toutes ces choses-là, ou les shooters de volume en pull-up, parce qu'on en voit, il y en a qui sont de plus en plus importants, qui peuvent apporter du scoring, et donc bah, quelque chose d'important pour l'attaque. Et puis j'oublie pas le stretch 5, comme je disais, parce que je trouve que en plus dans la draft, là, pour regarder quelques profils, pas mal des grands, la question c'est est-ce qu'il peut shooter, est-ce qu'il va shooter? Voilà, c'est important en fait, c'est nécessaire juste pour le spacing. Le spacing c'est tout en 2025. Manu, tu veux rajouter un truc sur cette intro, sur les différents types de shooters qu'on peut trouver en NBA? Non, ouais, Alan a plus ou moins tout résumé sur ce qu'aujourd'hui le rôle de shooter qui est super différent selon les positions, selon les systèmes qui peuvent être appelés, ce genre de choses. Donc c'est super intéressant d'avoir un peu l'option, cet œil du tacticien maintenant, on peut dire. Et Alan, comment tu vas décrire un shooter? Quelles sont les qualités que tu vas décrire pour un shooter, en fait? C'est intéressant parce que bah
Mon boss, Herb Sendek, il est connu pour vraiment. C'est quelqu'un qui était dans les plus grands pionniers à avoir des mecs qui shootaient sur toutes les positions il y a 20 ans quand il était à NC State au début des années 2000 et qu'il avait réussi à battre Coach K et Duke. Quelquefois, pas parce qu'il avait plus de talent, mais parce que juste il avait plus de shooters. Et en fait, donc ce qu'on doit faire au quotidien, c'est on doit évaluer les shooters parce qu'il faut pouvoir shooter si tu joues pour Coach Sendek. Donc je dirais que déjà, les qualités déjà c'est le toucher numéro un. Comment on peut évaluer le toucher, le pourcentage de lancer franc, quelque chose de très important. Le pourcentage sur tous les types de tirs, c'est-à-dire que même si on va pas demander à un joueur de faire du pull-up à mi-distance ou des flotteurs en NBA, ben à l'échelle inférieure, être capable d'être bon sur ces types de tirs, c'est un indicateur de toucher. On parlait souvent pas mal de fois de gars comme Devin Booker, comme Tyler Hero ou ces joueurs-là qui étaient bons sur ces types de tirs, et ben bien sûr qu'ils sont devenus de très bons shooters à l'étage supérieur. Donc ces deux choses-là, le toucher, le lancer franc, et je pense le volume, être capable de shooter à 3 points au volume, parce que c'est souvent signification de quelqu'un qui est mis en avant par son coaching staff, on lui cherche des tirs, on le veut qu'il prenne des tirs à 3 points. Donc je dirais ces choses-là permettent d'évaluer un bon shooter. C'est un sport d'adresse, donc on n'est jamais parfait. Il y a des gens, on va penser qu'un joueur peut shooter, en fait, bah pas forcément. Mais je pense que l'adresse, l'adresse sur les mi-distances, les flotteurs, le toucher, le lancer franc et le volume, c'est les choses qui sont le plus importantes, je pense. Et est-ce qu'on regarde encore la mécanique de tir, en fait? Est-ce qu'on a la mécanique de tir, le geste ou des choses comme ça? Je pense que oui, ça reste important. Mais souvent, s'il y a un souci sur la mécanique ou sur le geste, va y avoir un problème dans les choses que j'ai dit avant. Par exemple, un joueur comme Lonzo Ball, il était très mauvais au lancer franc, si je me rappelle bien, à UCLA, avec son ancienne mécanique. Et donc, ça posait peut-être un problème sur ou son tir, aussi la position de son tir sur certaines choses laissait présager qu'il y aurait des soucis en NBA avant qu'il change son tir du côté des Pélicans. Donc, je pense que oui, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui font des études et qui montrent un peu que même si parfois il y a souvent on dit oh c'est un gros écart ou c'est pas beau la mécanique. Je pense que si on a du toucher, ça marchera quand même. Je pense que l'un des meilleurs exemples dernièrement, c'était Tyrese Haliburton, Ouais. sur lequel je m'étais un peu trompé d'ailleurs à l'époque sur ça. Mais je pense que le toucher, pourcentage de lancer franc et le volume, pour moi, c'est plus important que la mécanique en elle-même. Et Manu, c'est ce que tu regardes aussi chez un joueur, si tu veux évaluer sa qualité de shoot. Moi, je regarde plusieurs choses. Pourcentage au lancer en est un, mais je regarde aussi beaucoup la mécanique. Parce que je trouve ça important d'avoir quand même de base une bonne mécanique pour après, il y a juste à modifier quelque chose. Donc un coup de droit, un poignet à 90. Après, personne le geste parfait, ou très très peu. Mais moi, j'estime que quand même, si déjà il y a une bonne mécanique, ça aide pour la suite. Après, je regarde aussi la pose de pied, comment elle est face au panier, face au cercle, comment il est après une sortie d'écran, après une course, comment il pose ses pieds pour shooter, avant de shooter. Euh, la rapidité du tir aussi. Je regarde un peu ça parce que ça, pour moi, s'il tire vite, ça veut dire qu'il pourra tirer dans plusieurs positions et que ce soit arrêté ou en sortie d'écran. Donc voilà, moi je regarde particulièrement tout ça. Hmm. Oui, il y a les choses qui, souvent, si les genoux se touchent, par exemple, ou si des choses comme ça, sur du catch and shoot simple, peut y avoir un peu de problème là-dessus. Je suis d'accord sur la vitesse, parce que la NBA, c'est pas la NCAA, c'est pareil, la NCAA, c'est pas le high school ou des choses comme ça. Tout va plus vite, toute décision doit être prise plus rapidement, donc ça, je suis assez d'accord avec ça, surtout pour les gars avec qui on va demander de courir, de sortir de floppy ou de type d'action comme ça, loin du ballon, pour apporter de la gravité. Et du coup, ça implique un physique spécial. Par exemple, on avait parlé ensemble
du gainage et des jambes Mm. de Mathurin qui était capable de sortir justement de courir, de Mm. sortir d'écran et de se lever très vite parce qu'il était gainé quoi. Clairement. Il faut un vrai gainage. Il faut aussi savoir quoi faire de ses pieds, je pense. Donc, ce qu'on appelle le jeu de jambes, en fait. Jeu de jambes, footwork, qui est très important quand on a la balle, quand on veut jouer du pick and roll, des choses comme ça. Mais c'est un peu la même chose quand on veut sortir d'écran ou de choses comme ça. Un joueur comme, t'as dit Sam Hauser dans le générique. Si on regarde ses pieds, c'est toujours parfait, en fait. La manière dont il fait ça. C'est pas forcément de la vitesse pure, comme un Mathurin qui explose complètement pour vraiment créer du décalage. Là, c'est plus savoir vraiment parfaitement utiliser ses pieds pour directement être dans la position de shooter à la réception, sur la trappe et shooter. Et Manu, est-ce que tu vois déjà des gars comme ça capables de faire ça cette année dans les prospects? En shooter pur, moi je trouve qu'il n'y en a pas énormément, mais s'il y a des, si tu me demandes des noms, je te dirais notamment Kobe Brea, donc l'ancien Dayton et de Kentucky. Pour moi, le shooter de cette cuvée-là, cette année, c'est l'un des seuls vraiment spécialistes du tir qui est capable de tirer dans différentes positions, de se créer son tir, de faire du catch and shoot, à l'arrêt, en sortie d'écran, créer son espace pour son tir, que ce soit à mi-distance ou à 3 points. Pour moi, c'est vraiment le seul spécialiste. Après, dans un autre style, qui est, moi, je catégorise shooter, mais qui est pas forcément, qui, à terme, ne sera pas forcément un shooter pur, c'est Con Kneppel de Duke. Ils sortent cette saison-là en étant beaucoup sur du tir, mais il y avait autre chose aussi. Mais pour l'instant, je le mets dans cette catégorie-là. Autrement, en termes de shooter, il y a un mec assez incroyable, c'est Trey Johnson. On l'a encore vu cette année avec Texas, où c'est un personnage qui sait tout faire et qui n'a absolument pas peur. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant cette non peur de prendre des tirs, même si c'est des mauvais tirs. En fait, pour lui, c'est des bons tirs. Donc, il sait qu'il pourcentage, il va pouvoir les mettre. Donc ça, c'est un mec aussi qui est très rapide dans le tir, qui a une belle mécanique, qui peut faire plusieurs choses. La pose de pied est super intéressante. Ça va très vite dans la course, dans l'arrêt, capable de créer son espace aussi, de shooter à l'arrêt en mouvement, sortie d'écran, de prendre les écrans courts, vraiment un dribble, paf, remonter rapide. Ça c'est l'un des joueurs aussi qui est super intéressant. Il y en a un autre, c'était Isaiah Evans, sauf que il est pas allé au bout du processus draft, où cette année à Duke il sortait du banc. Il a pas beaucoup joué, mais il sortait du banc, et quand il sortait du banc, il la retirait en feu. Et il fait une saison à quasiment 50% à 3 points, je crois. J'ai pas les chiffres là sous les yeux, mais il y a des gros matchs où il sort des matchs à plus de 45%. Et voilà, donc là aussi, lui, c'est un shooter. Il y a un mec comme Miles Bird, qui est peut-être un peu moins connu du grand public, qui est plus dans un profil 3&D, mais qui est beaucoup dans le tir aussi, qui est très efficace dans le tir, qui a pratiquement 40% sur sa saison sophomore avec New Mexico. Non, si c'est New Mexico, je sais plus. San Diego State. Voilà, donc qui est très intéressant. Pareil, qui a de la diversité dans son tir. Donc c'est vraiment des profils que moi je catégorise comme shooter. Après, je pense que selon leur évolution, ça fera pas forcément des shooters à terme, excepté Kobe Bryant. Ok. Et Alan, est-ce que tu as des exemples à nous donner de joueurs NBA type que tu appellerais des shooters? Tu en as donné quelques-uns. Est-ce que tu en as d'autres à donner? Moi, j'ai une question d'abord. Walter Clayton de Florida, il est pas dans la liste, Manu? Comme beaucoup d'autres, j'aurais pu le mettre. Plus scoreur, maybe? Peut-être? Pardon, Ouais, ça- plus scoreur et peut-être plus aussi dans le ball handling. Tu vois, c'est vraiment Ouais. quelqu'un qui va jouer. Enfin, faut qu'il ait le ballon. Pour moi, faut qu'il ait le ballon en main pour être positif Ouais. et qu'il ait Je un dis ça parce impact. qu'il y a 2 ans, ma première année, on avait joué contre Iona avec coach Rick Pitino et il y avait Walter Clayton et il a mis 6 3 points dans la première mi-temps contre nous. Donc depuis ce moment-là, je suis pas T'es traumatisé parce qu'on a traumatisé. gagné le match. Mais j'avais été super impressionné même à l'entraînement, à l'échauffement de ce qu'il pouvait faire. Sur Knuppel, c'est marrant, je réagis juste rapidement à Julien. Parce que Vas-y, quand vas-y. Knuppel, il joue dans la même équipe AAU que Brian Potimski jouait avant. Donc je l'avais beaucoup regardé.
Et ce qu'il faisait au lycée au shooting, c'était impressionnant. Alors, vraiment impressionnant. Je pense que c'est plus que ça, je suis complètement d'accord avec Manu, mais juste si on demande de faire ça, il va être incroyable. Vraiment incroyable. Shooter en NBA, j'ai dit Malik Beasley, AJ Green, Sam Hauser, ça c'est les shooters loin du ballon. Pas loin du ballon, mais avec des choses qui se passent un peu loin du ballon, de l'attraper shooter en sortie d'écran, sur ce qu'on appelle des staggers, du floppy, ou alors par exemple des schémas où on va les mettre si on fait un schéma donc en horns, le cheval où il y a les deux qui sont là, ça va peut-être l'un des deux qui va être là et on va lui poser un écran, il va sortir en fait, on va le mettre en mouvement. Et souvent, les gens parlent avec Curry Warriors, on met en mouvement et si t'es un shooter super respecté, après ça va créer des brèches parce qu'on va avoir peur de toi sur tout ça. Juste sur AJ Green, tu l'avais vu à l'université? Tu Ouais, l'as je vu m'en en souviens, AJ? ouais, à Northern Iowa, ouais. Ouais. Et Et il faisait tout en fait. On lui demandait de faire tout. On lui demandait de scorer, de tout faire. Donc souvent, pas mal de ces joueurs-là, Sam Hauser c'est différent parce que directement on l'a mis dans cette case de shooter. Mais souvent, certains de ces joueurs, ils sont trop forts s'ils sont en mid major ou même en low major, ils sont trop forts pour juste être des shooters en sortie d'écran. Donc on leur demande de faire plus. Mais quand ils passent à l'étage supérieur, ça devient trop dur. Ils sont pas assez bons pour être ball handler, pour avoir le ballon. Et donc on les passe un peu en joueur de complément et donc en shooter. Le cas mais des sauf J que Green, c'est un peu meilleur. Parce que J Green ouais. était à 20 points par match en college, hein, si je me rappelle bien. Mais en fait, ce que j'allais te demander pour AJ Green, c'est que en fait, moi je l'ai vu, je crois que j'ai vu que 2 matchs de lui et Hmm. il y avait pas beaucoup de ball handling en fait, quoi. C'était très Non. très léger sur le ball handling, mais il avait tout le temps la balle, par contre. Je pense c'était un scoreur. Il devait scorer. Attends, Hmm. je vérifie en direct, tu vois, il fait une saison à 22 points par match, hein. Oui, En oui, college, ouais, c'est c'est pour ça que beaucoup, je suis hein. allé voir. Ouais. Il prend 9-3 points, il prend 9-3 points par match à 40%. Donc, c'était surtout un scoreur, mais le toucher était là. Tu vois, 90% dans ses francs en college. C'est comme ça que tu peux voir vraiment le toucher d'un joueur. Donc, donc ça, c'est un peu les shooters en sortie d'écran. Sur les stretch 5 shooters, je dirais Nasrid. Même si Nasrid, c'est plus que ça. Le spacing qu'il offre aux Wolves, il est super intéressant. On voit même un joueur comme Quinton Post, qui est pas un excellent joueur, mais qui obtient des minutes en playoff juste parce qu'il offre du spacing en fait. Il offre juste du spacing en fait. Et je pense que là, j'ai pas les stats en tête, mais là, je dirais que 2 tiers de ses tirs, ou peut-être même la moitié, ce qui est déjà énorme, c'est du 3 points. Euh, Hmm. Ensuite, on a les joueurs qui sont plus les scoreurs shooters. Un joueur comme Norman Powell par exemple aux Clippers, qui lui a pas juste un shooter en sortie d'écran, peut faire un peu plus, mais qui est quand même très axé tir. Euh, un joueur comme Laurie Markkanen peut-être aussi, je trouve qu'il était Ouais. pas mal axé sur le tir, ce genre de joueur-là. Donc ils sont plus vus comme des scoreurs, mais ils sont la plupart de leur panier viennent par un tir. Donc c'est sur ça que c'est intéressant. Donc, Manu, quand tu scoutes pour trouver du shoot, en fait, il faut que tu fasses le tri entre ce qu'apporte le gars au shoot, ce qu'il pourrait faire à- autour du shoot, mais en pointant le fait qu'il est beaucoup plus fort sur le shoot qu'autre chose, quoi. Déjà, moi, je regarde si en college ou si j'ai eu la chance de le voir en high school, si je vois qu'il se démarque vraiment sur le tir, pour moi, je vais le catégoriser au tout début comme un shooter de base, comme un Kobe Bryant par exemple. Mais un Con Kneppel, je sais très bien qu'il est très fort dans le tir, mais je sais aussi, de par ce que j'ai vu avec Duke, qu'il va être capable à terme de faire beaucoup plus de choses et que finalement on pourra plus trop le catégoriser comme un shooter simple. Parce qu'on l'a vu, qu'il peut faire des coupes, il peut un peu porter la balle, et je pense qu'à terme, il va être en fait très polyvalent, et l'étiquette de shooter elle va s'effacer de façon facile en fait. Un peu comme un Ice Bailey. Un Ice Bailey, je pense qu'au tout début, il sera utilisé par son équipe comme un shooter. De façon vraiment lambda, au tout début, mais de ce qu'on a vu en college et ce qu'on a vu en high school. Je sais qu'il peut faire d'autres choses, et je le catégorise moi plus comme un scoreur qu'un shooter. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans la liste Mm. du tout début laquelle tu m'as demandé, parce que moi je le catégorise comme avant tout comme un scoreur en fait. Et je sais qu'il est très bon dans le tir, mais je le trouve un peu trop limité dans certaines choses.
Par exemple, il prend beaucoup de tirs contestés, beaucoup de tirs à mi-distance, donc en fait, il reste limité là-dedans. Il est bon au catch and shoot, mais bon, tout prospect qui se respecte, on le voit sur le draft combine, ils sont tous bons au catch and shoot, y a pas de souci. D'abord le tir, et après, on voit si le tir est là. Je sais qu'il sera toujours bon au tir, y a pas de souci, mais je sais qu'il pourra faire d'autres choses après et que finalement, même si le niveau monte, il lui restera quand même toujours ce rôle de shooter pour exister. Donc un gars qui finit shooter en NBA, que ce soit off-screen, shooter en mouvement ou spot-up shooter, c'est un gars qui aura pas su développer d'autres qualités au niveau supérieur. Du coup, ça devient vraiment un role player dans une équipe. Ça peut pas être une star en fait. Une star au sens franchise player, quoi. Bah, moi, je considère, je sais pas, je laisserai Alan répondre après, mais je considère que tu peux pas être une star ou une superstar si t'es bon que dans une chose. Vous allez me dire, Curry, il est bon que dans le tir. Ouais, mais il fait d'autres choses. Il a un handle incroyable. La défense est quand même super importante. Il peut attaquer le panier. Ouais, il est formidable au tir. On s'entend là-dessus, mais il est élite dans d'autres choses. Pour moi, si t'es élite que dans une chose, c'est très très compliqué. Même un Trae Young. Un Trae Young est élite dans le tir, mais il est élite dans le playmaking, dans la passe, dans des choses comme ça. Du coup, malgré même sa taille, il arrive à exister, à être positif et à emmener une équipe en playoff parce qu'il est élite dans plusieurs choses. Pour moi, si t'es élite dans une chose, c'est compliqué d'être une star ou t'es une superstar. Alan? Non, ouais, je suis d'accord. Le niveau, il est tellement. Je me rappelle un joueur comme Max Strus, qui est souvent labellisé comme juste un shooter. C'est plus qu'un shooter, hein. C'est quelqu'un qui peut faire. C'est quelqu'un qui était à quasiment 21 points par match en college, de mémoire, à DePaul. C'est un joueur qui a du playmaking. Mais voilà, il est dans une des meilleures équipes de NBA et c'est un connecteur maintenant. Alors bien sûr, il peut faire un peu plus que ça. Et je me rappelle avoir vu un des matchs de playoff sans Darius Garland et bien sûr qu'il peut initier. Mais si c'est l'un de tes deux initiateurs principaux, c'est compliqué. Donc tu es plus souvent labellisé comme juste un shooter. Souvent c'est si c'est un shooter en sortie d'écran. Et même si tu as un peu plus, on va surtout l'utiliser comme ça parce que comme Manuel disait, en fait les ball handlers en NBA ils sont trop forts. Ils sont trop forts et donc en fait il faut juste avoir un attribut, un skill set pour être un joueur de complément, en fait. Et comme on n'a jamais assez besoin de shooter parce qu'on n'a jamais assez de spacing, et ben on te trouve un rôle, en fait. Et comme il dit Manu, le catch and shoot, c'est la chose la plus simple à travailler. Honnêtement, Adam Abal avec nous, il était à 30% sur les catch and shoot à 3 points sa première année avec nous, où il a bossé comme un fou sur toute l'intersaison. Il a fini cette année à 42% sur les catch and shoot. Parce que tu as le toucher, parce que tu as la répétition. Donc ça, c'est juste du travail. Donc c'est juste, je pense que souvent on veut limiter les joueurs dans une case. C'est juste un shooter. Tous, tu les regardes à l'étage inférieur, c'était plus que des shooters. Mais pour la NBA, ça reste que des shooters. Donc même si tu peux avoir plus, hein, tu peux faire plus de choses que juste le old school. Tu sors d'un double stagger sous la peinture et tu catch and shoot avec Korver. Je pense que maintenant il y a besoin de plus. Dans la NBA de 2025, il y a besoin de plus. Il y a besoin de passing, il y a besoin de ce qu'ils appellent le connecting, parce que c'est des attaques en mouvement, parce que les défenses sont toujours de plus en plus complexes. Les switches loin du ballon sont de plus en plus complexes. Donc ça marche pas juste d'être le shooter. Ça marche, hein, mais tu vas être un peu moins important. Derek White, c'est un pur shooter, mais c'est plus que ça en NBA, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Des dernières drafts là, est-ce que vous aviez projeté, Manu surtout, des joueurs comme des shooters? Est-ce qu'ils sont arrivés à leur potentiel? Est-ce qu'ils ont fait plus que ça? Est-ce qu'ils en ont fait moins? Laisse-moi aller voir où je me suis trompé. Ma plus grande Mais fierté, je pense que c'est Jaden Uchifino. Et c'est là où on apprend aussi de ses erreurs. En fait, c'était un joueur que moi je considérais comme shooter même s'il y avait du playmaking super intéressant aussi, mais c'était un joueur qui était en college à Indiana uniquement
beaucoup sur du mi-distance. Et en fait, on voit qu'au niveau supérieur, si t'es bon que sur du mi-distance au niveau inférieur, bah c'est très 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 compliqué d'ajouter de la distance avec le temps. Après, il est tombé dans un contexte aux Lakers peut-être un peu compliqué, mais en fait c'est un gars qui a jamais trop réussi à prouver Un peu comme qu'il Johnny est. Davis. Ouais, Johnny Davis, c'est pareil, et même, qui avait la même chose, qui était très bon sur le mi-distance, et que finalement, là aussi, peut-être un contexte un peu chelou à Washington, mais à Wisconsin, c'est un formidable joueur, tu vois. Mm. Et après une réussite, je dirais Cam Whitmore, même il montre pas encore dans une équipe Houston très complète et très compétitive qu'il est le joueur qu'il est, mais c'est aujourd'hui un joueur qui a plus de 40% à 3 points. Ce qui n'était pas forcément son cas avec Team USA en jeune ou avec Villanova. Mais en NBA, dès les premiers mois, on a vu qu'en fait le mec, au tir, c'était élite quoi. Que ce soit NBA ou en G-League, il fouillait des cartons à 40-45% à 3 points. On se dit ok, ce gars-là est pas inintéressant au tir. Et autrement, un autre nom que je te disais là tout à l'heure dans l'après-midi, c'est Jordan Hawkins, qui lui justement à UConn était utilisé de plusieurs façons, uniquement sur le tir, du mi-distance, du 3 points, du off-screen, sur pick and roll, ce genre de choses. Et bah finalement, son rôle aux Pelicans est peut-être un peu moindre. Il y a peut-être un peu moins de diversité dans son tir, mais il est toujours très très bon là-dedans. Et c'est comme ça qu'il est positif et qu'il existe et qu'il a un rôle chez les Pelicans. Alan, tu voulais parler de quelqu'un, toi? Euh, on va dire que les deux, quand j'étais encore en envergure, les deux qui étaient plutôt positifs, c'était Tyrese Maxey et Desmond Bane, je Oui. pense. Tyrese Maxey parce que il y avait le pourcentage de lancers francs, il y avait le pourcentage sur les pull-ups à 2 points, puis il y avait le U18 America qu'on avait vu avec Manu, euh, où il met les tirs en fait. Et donc ça et Desmond Bane, juste parce que je me souviens que je vais rechecker, mais il y avait trop de bons signaux sur sur ces 4 années. Il y avait un gros volume. Il était pendant Ouais, 4 ans Desmond à Bane, c'est TCU. incroyable en collège. 4 ans à TCU, le mec il est à 43% à 3 points pendant 141 matchs quoi. Donc au bout d'un moment, ça allait marcher. Donc ces 2 joueurs-là plutôt positifs. Il est raté. Kira Lewis, je pense. Mhm. Mais je pense que c'est aussi à cause du fait que c'était un initiateur et que il s'est fait les croiser. Mais je pensais vraiment, vraiment que son tir allait fonctionner. Enfin, j'en étais persuadé et AJ Griffin, mais je pense que c'est pour d'autres raisons. Raisons hors basket. Mais pour moi, c'était un elite shooter. Elite shooter en catch and shoot. Et est-ce que Brandon Miller, on pouvait le projeter, parce que là, peut-être que ça va être plus, mais vous le Brandon Miller, projetiez c'est comme un un... elite shooter. C'est un elite shooter, c'est juste que c'est une évaluation intéressante parce que son jeu high school par rapport à son jeu en college, il est totalement différent parce qu'il a été à Alabama en fait. Et donc à Alabama, Nate Oates, il veut que des layups ou des 3 points. Et donc, il lui faisait prendre énormément de 3 points. Et il avait vraiment de vrais flashs sur ça. Et en fait, on dit, ah, mais il peut faire que ça. Non, en fait, il a un vrai jeu à mi-distance. C'est juste qu'en college, son coach lui interdisait de le faire. Mais pour moi, c'est un pur shooter. Je sais pas ce que Mali en pense, mais c'est un vrai bon shooter. Surtout pour sa taille. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis, même à Alabama, on voyait quand même qu'il y avait moi, je considère ça très important. Il y avait beaucoup de diversité dans son tir quand même. Ouais, clairement. Donc déjà, si on voit qu'il est efficace dans de multiples tirs, bah c'est quand même des signaux très très positifs quoi. Puis on le voit à Hornets, il a quand même un rôle assez similaire à Alabama. Mm. Donc finalement là-dessus il a réussi. Après je sais pas trop si on peut le considérer uniquement comme un shooter tellement il est bon offensivement et il sait faire beaucoup de choses avec et sans la balle. Mais ouais sur le tir on voyait très très vite que c'était élite. Et juste avant de passer au prospect de cette année, il y avait un prospect qui avait partagé les opinions, c'était Jabari Smith. Est-ce que Jabari Smith était un shooter et est-ce qu'il était projeté comme ça? Bah Ah, moi, moi je
De mémoire, je le projetais plus comme un poste 5 polyvalent défensif. Parce que il y avait un peu de 3 points, mais c'était surtout des tirs. Ces tirs, c'était surtout du mi-distance compliqué, contesté à 1 contre 3. Il n'y avait pas trop de diversité, il n'y avait pas trop de catch and shoot, il n'y avait pas trop de choses comme ça. C'était vraiment du tir compliqué. Donc moi, de mémoire, j'ai pas de souvenir de considéré comme un shooter même. Mais c'est un joueur que j'adorais. Hein. D'ailleurs, il est encore numéro 1 dans mon board devant Chet Holmgren. Chose impensable. Mais moi, je considérais comme un très très bon prospect. Après, avec le recul, on voit qu'il y avait quand même des grosses limites. Et c'est des limites que moi, aujourd'hui, je vois par exemple dans un X-Bailey. Et Jabari Smith, pour moi, ouais, c'est un stretch 4, un stretch 5. C'est pour ça que je l'avais plus bas. Parce que je pense pas qu'il faisait beaucoup de face-up à Auburn. Parce qu'il jouait avec Walker Kessler, si je me souviens bien. Donc il n'y avait pas le meilleur des spacing, mais il y avait juste pas le handle pour être plus qu'un shooter. Donc pour moi, ça va être juste un shooter. Pour moi, c'est un 3&D au poste 4, petit 5. Donc c'est super intéressant en fait. Des fois c'est la mauvaise conception de ce que c'est qu'une star, mais tu peux être une star dans ce rôle-là. Je pense que je compare pas, mais Jaden McDaniel c'est une star dans son rôle aux Wolves. Et donc, mais je pense que ouais c'est un stretch fort et un stretch big en fait. Moi je crois vraiment au tir. Je me souviens qu'à Auburn, on était sur un joueur qui était pour sa taille à quasiment 80% lancé franc, qui était à plus de 40% à 3 points. Et il faisait ça pareil avant aussi et il fait ça en NBA. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment c'est pas un spécialiste du tir, mais c'est un joueur qui score, c'est un jump shooter. C'est un joueur qui score surtout par son jump shot. Ok. Manu, t'as cité déjà beaucoup de prospects. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur les prospects que tu as cités, Trey Johnson, Conklin, McNeely, ou tu veux parler d'autres joueurs? Bah, si on élargit le scope shooter, je pense qu'il y a des joueurs qu'on peut rajouter, comme un Vijay Edgecombe de Baylor, qui a eu du mal en début de saison, mais finalement, je pense qu'à force de travail et de répétition aussi à l'entraînement, on a vu que c'est venu assez vite sur la deuxième partie de saison où il fait des matchs de conférence, quasiment plus de 40% à 3 points sur 4 à 5 tentatives. Donc on a vu que finalement c'était plus qu'un défenseur et qu'il pouvait aussi exister sur le tir. Et c'était déjà le cas en high school où on voyait qu'il y avait vraiment des flashs de création, de catch and shoot. Donc il a réussi à montrer ça. Donc je pense que c'est un joueur qui va être intéressant et qui va être positif dans son équipe par sa défense, mais aussi offensivement par son tir. Un autre joueur qu'on peut mettre, c'est Jeremiah Fears, qui est peut-être plus catégorisé scoreur, mais qui est très 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 bon dans le tir aussi. J'ai pas les stats, mais ça va être pas loin d'être du 40% à 3 points, 80 au lancer franc. C'est un joueur qui a été très intéressant toute la saison, qui était un peu plus basé sur le mid-range en high school, et que là, en college, il avait beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus la balle en main, et finalement, il a réussi à s'écarter et à apporter ce tir à 3 points en plus, et il a été très très bon toute la saison avec ça. Donc c'est un joueur qu'on pourrait catégoriser là-dessus aussi, je pense. Après, d'autres noms... Alan parlait un peu de stretch 5 au début. Est-ce qu'on peut mettre un Danny Wolf dedans? C'est possible parce que c'est un joueur aujourd'hui qui s'écarte beaucoup, qui a pris pas mal de ses tirs sur la saison à 3 points. Donc pourquoi pas à terme vraiment exister dans ce rôle de stretch 5, même si encore c'est un joueur qui sait faire d'autres choses. Un prospect un peu... Ouais, vas-y, Ouais. vas-y, Manu, pardon, vas-y. Non, j'avais un autre joueur un peu plus sombre que j'avais regardé sous les conseils de Monsieur Guillou, c'est Jackson Money de North Dakota State, en une conférence assez sombre. J'ai galéré pour trouver des matchs, mais j'ai trouvé. Merci YouTube. Où c'est pareil, c'est un joueur qui est à 80% dans le lancer, qui a fait des sorties à plus de 40% à 3 points. Notamment, je crois que c'est un match contre Washington où il est...
il sanctionne sur la même action, genre 6 fois d'affilée en première mi-temps, bah ça fonctionne, c'est filoche. Donc c'est un joueur qui est intéressant aussi, qui est à suivre. Je sais pas s'il est au bout du... Si, parce que je crois qu'il est senior, même super senior, Alan. Ouais, on a joué contre lui. C'est pour ça que j'ai découvert. Il était en D2 ou D3 pendant 3 ans, en fait. C'est sa première année en D1. Donc je sais pas s'il est au bout ou s'il sera drafté ou quoi, mais je pense que c'est un joueur qui peut être, qui peut pop-up dans quelques années. Il y en a un autre que moi j'aimais beaucoup, mais je crois pas qu'il soit allé à la draft. C'est Ian Elmer d'Ohio, Miami. D'Ohio. Oui, si, c'est ça. Miami of Ohio. Non, Miami dans l'Ohio, c'est ça. Ouais. Qui est plus dans le profil de base 3&D, mais qui est vraiment intéressant sur le tir, qui a beaucoup de diversité, qui tire assez vite. Donc ouais, c'est quelqu'un qui m'avait attiré à l'œil. Donc c'est des noms comme ça. Je suis un peu pêle-mêle, hein, mais je pense qu'il y en a d'autres. Il y a Nolan Hickman, par exemple, de Gonzaga, qui est un meneur aussi, qui est très 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 fort dans le shoot. Il y a une vraie progression sur ces 4 ans. Ces 4 ans à Gonzaga, où moi au début je le catégorisais vraiment plus comme un meneur gestionnaire, organisateur, vraiment très bon dans la passe, très bon dans la vision, et finalement avec le temps à Gonzaga, c'est devenu aussi un très 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 fort shooter. Donc je pense qu'Alan aussi pourra nous en parler de ce monsieur qu'il a dû croiser quelques fois ces dernières saisons. Mark Sears, peut-être aussi d'Alabama, peut être considéré là-dedans, nom du shooter. Bon là après, si on élargit le scope, en fait, on peut mettre pas mal de noms. Alan, tu voulais parler tu voulais parler de quelqu'un? Nolan Hickman, ce qui est marrant, c'est que la première année où je suis à Santa Clara, c'est sa saison sophomore, et c'est le meneur de l'équipe. Il est meneur en fait, avec Drew Timme et Julian Strother. Et il fait un bon boulot en tant que meneur, mais c'était pas un très fort shooter. Et sur les 2 dernières années, ils ont recruté Ryan Nembhard, et donc ils l'ont mis à côté de lui, plus en deuxième arrière shooter, et c'était un elite shooter. Sur le scouting report, c'était un shooter élite en catch and shoot. Donc très très bon shooter là-dessus. Nous on a joué contre un joueur qui s'appelle Gibson Jimerson de Saint Louis, qui a joué 6 ans au college, qui est un shooter en sortie d'écran. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse une carrière en G-League ou quelque chose comme ça. Donc, non, enfin, il y en a tellement. En fait, il y a tellement de plus en plus de spacing qui est nécessité. Tout le monde veut tellement plus tirer à 3 points maintenant que pour faire les scouting reports et tout ça. Maintenant, toutes les équipes ont des shooters. Hein. C'est assez. Les équipes avec 2-3 non-shooters, c'est dur d'en trouver. Il y en a qui vont jouer plus sur autre chose, sur le rebond offensif, sur le niveau physique, mais je suis assez impressionné, ma 3e année par rapport à ma première année, le nombre d'équipes qui ont vraiment 3-4 shooters en même temps sur le terrain maintenant. C'est aussi pour ça que c'est les joueurs qui gagnent énormément d'argent à l'étage supérieur et qui en gagnent énormément en college maintenant aussi. Ok. Manu, est-ce que tu veux dire un mot sur Carter Bryant? Parce qu'en fait, moi, je voulais t'entendre sur le toucher, justement. Alan a commencé au niveau des qualités pour repérer un shooter, en parlant du toucher à différents niveaux, au niveau du scoring. Est-ce que tu vois ça dans Carter Bryant, qui devrait avoir un rôle de shooter défenseur, on va dire comme ça, pour sa première année? J'ai du mal à le catégoriser comme un shooter, parce que par hasard, je l'avais vu en high school, sur 2 ou 3 matchs, et j'étais vraiment interrogé sur le tir, parce qu'il y avait quand même beaucoup de ratés. Donc je considérais le toucher pas incroyable. Même de près, il ratait des trucs, des petits flotteurs, des petits lay-ups, des choses comme ça, qui étaient à première vue à l'écran simple. Et il était quand même pas mal en difficulté. Et Arizona, là, sur sa saison, on l'a vu beaucoup utilisé sur du catch and shoot, principalement. Donc, à voir si, en high school, il montrait qu'il pouvait faire plus que du catch and shoot. Donc, à voir si, en NBA, il va réussir avec le temps à retrouver ça et à avoir un autre rôle que ce simple shooter défenseur. Mais, pour l'instant, moi, j'ai encore un peu de mal sur, je trouve, il a encore du travail sur le tir, le toucher. Pour l'instant, c'est que du catch and shoot pour Arizona sur ce que j'ai vu.
beaucoup de matchs que j'ai vus, donc j'ai du mal à le catégoriser comme un shooter. Je le mets plus de prime abord comme un défenseur. Donc, shooter NBA, vaste sujet. On a essayé de faire le tour. Alan, Emmanuel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense qu'on a fait le tour, on a dit beaucoup de noms, hein. Exactement. On va finir là-dessus alors. On se retrouve pour un nouveau podcast dans une semaine. N'hésitez pas à liker et diffuser auprès de vous ou au loin de vous nos podcasts et nos scouting reports. Le dernier scouting report qui est sorti, c'est Cooper Flag. Allez, à l'heure où on enregistre, c'était Cooper Flag. Le big board, tu nous en as parlé, Manu, il évolue beaucoup en ce moment pour plein de raisons. Comme c'est le combine en ce moment, on a eu les mensurations qui commencent à arriver petit à petit. Il y a des positifs, du négatif. Donc là, j'ai modifié un peu tout ça et des joueurs descendent parce que je les considérais je les pensais un peu plus grands et que finalement, c'est un peu limité. Ou au contraire, des joueurs que je savais avoir un bon physique et en fait, c'est encore mieux que ça. Donc voilà, il y a quelques modifications en cours là. Intéressant. Alan, merci beaucoup d'être venu nous parler des shooters. Avec plaisir. Et j'espère C'était cool. C'était une super pause déjeuner pour dire aux auditeurs. de pouvoir reprendre le boulot. Merci encore, Alan. Merci beaucoup, Manu. À bientôt. Courage et bonne humeur.